Murmure d'un cercle de femmes, le nouveau podcast de Chamalunet & Co, qui t'emmène, telle une petite souris, dans le secret de ce cocon bienveillant. Les arrivées se font au compte-gouttes. Timides, des saluts de loin, les tirettes des sacs s'ouvrent et se ferment. Tu vérifies tes affaires, tu te rassures. Tu tentes de te rattacher à quelque chose de connu. L'odeur du thé épicé se mêle à celle du chocolat. Tu murmures du bout des lèvres. Les silences sont parfois gênants, entrecoupés d'hésitants « Tu viens d'où ?» À ce moment-là, tu doutes encore des raisons qui t'ont amené ici. Tu ne sais pas si tu as bien fait, si c'est juste. Ton cœur bat un peu trop vite. Tu es dans la salle d'embarquement. Tu sais que tu vas partir pour un voyage avec des femmes que tu ne connais pas. Passé les détails pratiques, tu es invité à entrer dans le cercle, chacune à son tour. À ton rythme, tu prends une grande inspiration avant le départ, puis tu te lances. La musique est aussi douce que celle des chœurs. Tu trouves ta place. Tu y es. C'est trop tard pour reculer. Soudain, c'est une sensation de déjà-vu. Ce voyage, en réalité, nous l'avons déjà entrepris il y a des millions d'années. Nous formons un cercle. Une bougie est placée au centre et la pierre de parole arrive pour accueillir les murmures de Pamela. C'est lors d'une belle journée d'été que mon âme est venue s'incarner en moi, le 11 juillet 1980. Les drapeaux étaient hissés en Belgique lors de mon arrivée pour la fête des Flamands. Je me suis fait attendre. Je suis arrivée 10 jours après le terme. L'accouchement était long et pourtant, une fois arrivée, je pesais un peu moins que 2,5 kg. Mes parents étaient heureux de m'accueillir, leur premier enfant, une petite famille qui se construit, à première vue, sans histoire. Une maman, mère au foyer pour s'occuper de moi, et 2 ans et demi plus tard, de mon frère également. Un papa qui travaille beaucoup. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Il se dit que j'ai été une fille sage et calme. Mes souvenirs sont généralement les photos que j'ai et les choses qui m'ont été racontées. Et ainsi les souvenirs que je me suis construite à base de celles-ci. Je me souviens m'être sentie différente des autres enfants tout au long de mon enfance, même jusque pendant mes études. Déjà petite, je préférais jouer en dehors du parc que dedans. J'avais besoin de bouger, de découvrir et en même temps besoin de ma bulle, de m'isoler, de vivre dans mon monde. Je ressentais qu'on essayait de me faire entrer dans un cadre bien précis et je ne trouvais pas les moyens d'y résister. Les voyages et la nature ont été et sont toujours un repère important pour moi. J'ai eu un grand-père paternel qui a abusé de moi pendant mon enfance. J'ai des souvenirs où je me vois autour de mes 5 ans devoir faire la sieste avec lui dans son lit, ensemble avec mon frère qui lui, après 15 minutes, en avait marre de la sieste et repartait. Une fois seul avec mon grand-père, il abusait de moi. Je me souviens des pénétrations digitales, de comment je serrais mes muscles de mon vagin, comme un pont-levis du château, lequel était attaqué par un bélier. Je me souviens d'avoir senti quelque chose de dur et de mouillé dans son slip. Je me souviens qu'après chaque sieste, j'avais le droit d'ouvrir la boîte à bijoux de ma grand-mère et d'écouter la petite musique qui en sortait.
Je me souviens d'une image de mon grand-père. Il était debout dans la salle de bain, en train de se laver les mains, pendant qu'il me dit « C'est notre secret, ne le dis à personne. Tu ne voudrais donc quand même pas que papy il aille en prison ?» Je me souviens très bien d'un dessin que j'avais fait avec des feutres dans un carnet. Mon grand-père avec son pénis visible à travers son pantalon, et moi, petite fille, face à lui. Un dessin que j'avais montré à ma grand-mère, qu'il a montré à son mari, et qui, lui, s'est fâché tout rouge et a arraché le dessin du carnet. L'inceste, un mot que j'ai appris bien longtemps après seulement, a continué jusqu'à mes 11 ans environ, jusqu'au moment où mes grands-parents décidèrent d'acheter un nouveau salon avec des fauteuils qui s'inclinent en arrière. Terminé les siestes au lit. Mon grand-père a néanmoins essayé de continuer ses actes. J'ai senti que quelque chose ne collait pas. Si je dois me taire, pourquoi il ferait cela dans ce fauteuil devant tout le monde ? J'ai réussi à m'extraire de là, et c'était la fin du calvaire. Enfin, c'est ce que je pensais à ce moment-là. J'ai eu mes premières lunes à 16 ans. Personne ne m'avait parlé de ce que ça voulait dire, ni expliqué ce que cela implique. J'ai cru ce jour-là que je m'étais blessée, que quelque chose n'allait pas, qu'une fois de plus je n'étais pas normale. J'ai eu des lunes très douloureuses jusqu'à ce que je commence à prendre la pilule à 18 ans. Par ailleurs, les garçons commençaient à s'intéresser à moi à cette époque-là. Et j'étais dans l'incompréhension totale, car pourquoi un garçon veut me faire des choses que mon grand-père me faisait, des choses qui faisaient mal, qui étaient sales, et pour lesquelles il risquait d'aller en prison. Je considère que c'est à mes 18 ans que j'ai réellement commencé ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai alors compris que quelque chose ne collait vraiment pas, et j'ai ainsi commencé à libérer ma parole, d'abord avec ma meilleure amie, que je remercie énormément, car elle a été très à mon écoute et toujours présente pour moi. Ensuite, j'en ai parlé avec ma mère, face à qui je n'ai eu qu'un silence. J'ai été prise en charge par un médecin traitant qui ne savait pas prendre en charge des victimes de violences sexuelles. J'ai appris le mot inceste, certes, et ensuite elle m'a envoyé faire des séances de kiné du périnée par sonde et n'a aucunement abordé le fait qu'une plainte pouvait être déposée. Autant dire que ma première fois à 18 ans n'a pas été une partie de plaisir. Je me suis laissée influencer par l'envie d'un homme quasiment le double de mon âge, pensant qu'il serait compréhensif et attentif, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. J'ai ressenti beaucoup de douleur et aucun plaisir, juste l'envie que ça s'arrête. À partir de 1998, a suivi un long parcours du combattant, seul, pour trouver les personnes, les bons soins aux bonnes thérapies, psychologues, sexothérapeutes, car oui, je pensais encore que c'était moi le problème dans mes relations sexuelles. Tout cela pendant que je faisais mes études à l'université, car j'étais bien rentrée dans ce cadre qui m'était destiné maintenant, en fac de langue, alors que je voulais devenir psychologue. Après un démarrage difficile, j'ai réussi mes études de façon brillante, ce qui n'était pas une mince affaire non plus, car en même temps je vivais avec une mère devenue dépressive et alcoolique, car elle n'avait pas supporté l'annonce de l'inceste. Et moi qui culpabilisais. Pourquoi avais-je seulement ouvert ma bouche ? Jamais je n'aurais imaginé une telle explosion familiale. Puis j'avais mon diplôme en poche, et donc maintenant quoi ? J'ai commencé à travailler comme assistante juridique dans un bureau d'avocats anglais-allemand. Et oui, j'avais mon diplôme en langue de la fac quand même. Peu de temps après, en 2005, j'ai rencontré l'homme qui deviendrait mon mari. S'agissant d'un Alsacien, j'ai déménagé en France. Une fois arrivé en France,
où j'ai commencé par un poste d'assistante commerciale néerlandais, anglais, allemand, merci encore une fois mon diplôme, je pleurais souvent, beaucoup, sans vraiment savoir pourquoi. J'ai repris le parcours du combattant, seul, pour trouver les bonnes personnes, les bons soins ou bonnes thérapies, dont un psychiatre qui a décrété que les larmes apportent des moisissures sur les relations. Néanmoins, avec mon mari, c'était la première fois dans ma vie que je vivais une relation sexuelle sans douleur. Nous avons ensemble également beaucoup voyagé et passé beaucoup de temps dans la nature, ce qui était toujours ressourçant pour moi. Malheureusement, nos chemins se séparent 7 ans plus tard. J'avais entre-temps également perdu ma maman, qui s'était complètement laissée aller, ne prenant plus soin d'elle, ne voulant plus vivre. Elle s'est éteinte à 60 ans, moi j'en avais 30 à ce moment-là. C'est en 2013 que j'ai rencontré l'homme qui deviendra le père de ma fille. Depuis le début de la relation, j'ai ressenti qu'il avait peu d'amour-propre et je pensais que, contrairement à ma mère, à qui je n'avais pas réussi à donner envie d'aimer la vie, j'arriverais à lui donner assez d'amour pour apprendre à s'aimer et à aimer la vie. Je m'étais, de façon inconsciente, donné la mission de le sauver. Je n'avais à ce moment-là pas encore les outils nécessaires pour comprendre que je ne pouvais pas sauver l'autre tant qu'il ne souhaite pas recevoir de l'aide et qu'un enfant victime de violence, n'ayant pas appris à poser mes limites et exprimer mes besoins, j'étais susceptible à m'attirer de relations violentes à l'âge adulte. Ce n'est qu'à la naissance de ma fille Emeline que je me suis rendu compte réellement que je vivais une relation toxique avec des violences psychologiques. Les faits qui m'ont permis d'arriver au déclic et que je lance un appel à l'aide à l'extérieur ont été des menaces de suicide répétées de sa part et du chantage affectif envers Emeline. Malheureusement, il n'a pas souhaité entendre que nous avions besoin d'aide pour s'en sortir ensemble. Il attendait que le changement vienne de moi et seulement de moi, tout en continuant les violences psychologiques. Afin de protéger Emeline ainsi que moi-même, j'ai décidé de me séparer. J'étais convaincue que cela nous permettrait de retrouver un peu de calme et de sérénité. La séparation a simplement été le début d'encore plus de violences psychologiques, de harcèlement ainsi que des menaces de mort. Néanmoins, la séparation a été un moment décisif pour moi. Décider de mieux prendre soin de moi et de mieux me comprendre afin d'éviter toute répétition des violences dans le futur. C'est comme si dès cette décision intérieure, un nouveau monde s'ouvrait à moi. J'avais enfin trouvé le bon chemin avec les bonnes personnes et les thérapeutes bienveillantes qui ont su m'accompagner dans ma transformation. J'ai en 2018 rencontré Emeline de Castecker lors d'une tente rouge, ce qui m'a ouvert les yeux sur ce que c'est d'être à l'écoute, d'être dans l'accueil de ce qui vit l'autre, sur le partage et le non-jugement. J'ai découvert chez IICOS une thérapie brève orientée solution en systémie, ce qui m'a fait beaucoup de bien et m'a permis d'évoluer. J'ai ensuite eu envie de me former au sujet des traumas et des violences. C'est pourquoi, en 2019, j'ai entamé une formation en psychotraumatologie avec IICOS. Cette formation m'a permis de mieux me comprendre moi et mes traumas, mes réactions, mes besoins et m'a donné des outils de stabilisation, de sécurité et de traitement des traumas. L'idée d'un jour pouvoir aider d'autres femmes victimes de violences a commencé à germer dans ma tête. J'ai également en 2019 participé à une sensibilisation spécifique sur les violences sexuelles, dispensée par Stop aux violences sexuelles. C'est ainsi que j'ai rencontré Olivier Aiguilet, à l'époque le président de SVS Alsace, qui m'a donné envie de m'engager dans la thérapie par l'escrime pour les victimes de violences sexuelles.
Cela a été une expérience certes difficile, mais extraordinaire. Je me suis ensuite offert le cadeau, en 2021, de participer à la formation La Voix des femmes, organisée par Chamalune. Ce voyage de 9 mois, à travers différents thèmes qui permettent de se défaire de ses croyances limitantes, de dépasser ses peurs, de sortir de sa zone de confort et de libérer son potentiel, a été une belle aventure pour moi. J'ai fait des pas de géant vers moi-même. J'ai ressenti mon envie de faire bénéficier d'autres femmes victimes de violences de mes expériences se confirmer. C'est ainsi que j'ai créé Éclosion d'âme. Toujours dans la même année 2021, j'ai suivi la formation praticienne holistique en accompagnement au féminin avec Chamalune, qui m'a permis de continuer à remplir ma boîte à outils au niveau soins énergétiques afin d'encore mieux accompagner les femmes. Aujourd'hui, je me sens un mélange de thérapeute, de sorcière moderne et surtout de plus en plus moi-même. J'ai encore et toujours du travail à faire sur moi, sur mon corps, sur mon esprit et mon âme. Je suis consciente que c'est quelque chose qui sera nécessaire régulièrement, si ce n'est pas en continu. Je me suis déjà demandé qui est bien accroché à qui, mon âme à moi ou moi à lui. Je suis pleine de gratitude pour les expériences que mon âme est venue faire sur cette terre. Je peux ainsi vivre en conscience et j'ai appris à accueillir ce qui fait partie de moi afin de ne plus être en lutte, mais afin de pouvoir le transformer. C'est impressionnant à quel point, quand on est conscient, on peut prendre les choses en main et entamer la transformation vers quelque chose de différent qui nous convienne mieux. J'ai retrouvé ma joie de vivre, mon sourire et mon humour, mon amour-propre, ainsi que mes capacités d'exprimer mes besoins et poser mes limites. Merci à chacun et chacune d'avoir contribué à cette transformation. Merci à moi-même pour avoir fait le premier pas et être allé jusqu'au bout. Je vous envoie plein de lumière douce. Vous trouverez en description de ce podcast le lien vers le site de Chamalune & Co, avec les formations, les stages, les conférences et tout un tas de ressources autour du féminin. Chamalune & Co, vers une féminité libérée et authentique. Et à bientôt pour les prochains murmures.